ben, je suis Kibira Omari. Je suis rentrée en France en août 74. Mon rentrée en France, c'était, je ne suis pas rentrée pour chercher du travail ou quoi que ce soit. Je suis arrivée avec mon mari juste pour rester une année et de rentrer au Maroc pour reprendre mes études. Ben, au Maroc, avant d'arriver ici, j'avais passé en fait le concours d'infirmière diplômée d'État. J'ai été reçue et je devais rentrer normalement à l'école d'infirmière militaire en septembre 2014. Sauf en août, j'étais là. Donc j'avais demandé 3 ans de délai pour rentrer, reprendre les études. J'arrive ici dans la région. Bon, ben, j'ai dit pourquoi pas. Je viens en France pour découvrir la France. J'arrive dans la région. Ben, c'était le désastre pour moi parce que j'arrive de la capitale. J'étais habituée à du monde, à du bruit, là et j'arrive. Pour moi, c'était la campagne. Et en étant jeune, on avait besoin de. Il n'y avait pas de bus. Il y avait les centres-villes, je cherchais partout les centres-villes, j'en trouvais pas. Valentinier, je suis arrivée à Valentinier. Mon mari m'a fait découvrir les communes. Il me ramène à Valentinier et je lui dis le centre-ville, il est où? Eh ben c'est ça. D'accord, ah non mais on passe à Houdancourt, le centre-ville il est où? Il est là. Ah, il m'a dit bon on va à Montbéliard, c'est la ville la plus grande. On arrive à Montbéliard, on se gare devant la gare, on fait un tour. Et il n'y avait même pas la rue piétonne à l'époque. Et on rentre, on arrive vers la voiture. Et je lui dis, le centre-ville, il est où? Mais il m'a dit, on était au centre-ville. J'ai dit, ton île, là, je ne reste pas un an, c'est pas possible pour moi. Voilà, c'était vraiment le. Ouais. J'étais un peu perdue. Mon fils est né en juin 75. Donc, je ne suis retournée au Maroc qu'au bout d'1 an et demi passé. Mais c'était pour moi, mais toute cette période-là, c'était ma famille qui me manquait, le pays qui me manquait et les études aussi. Parce que j'avais vraiment envie de finir mes études, j'avais un objectif. Et comme je disais, tous les matins, j'ouvrais les volets et je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Au bout de, quand je suis retournée au Maroc, mon fils avait 9 mois et j'ai dit à mon père, je retourne pas, je reste au Maroc. Et à ce moment-là, mon père m'a dit, une militaire, elle devait épouser un militaire. Tu vas pas séparer ton fils à son père. Donc, j'ai dit, allez, mon mari me dit, bon, allez, encore une année, 2, on va s'organiser et on rentrera. Et puis, ça a été comme ça, un an après un an, après un an. La deuxième, ma fille est née 3 ans après, et c'était comme ça. Donc, malgré tout ça, une fois que mes enfants, mon premier est rentré à l'école maternelle, en fait, je commençais à voir des gens. J'étais toujours parent d'élèves dans les écoles, que ce soit maternelle, primaire, collège, mais j'étais toujours active. C'était l'année, je ne me rappelle plus, ma gamine, elle avait 3 ans, je crois, et je commençais à enseigner l'arabe. C'était mon mari qui m'avait ramené une fois un tract de CGT de l'usine. Et il m'a dit, est-ce que tu peux, il cherche en fait quelqu'un qui traduit ça en arabe. Et donc j'ai traduit ce tract. Il l'a ramené à l'usine. Et un jour, il y a un monsieur qui est arrivé le soir en me demandant, est-ce que vous êtes madame ou mari? Oui. Est-ce que votre mari est là? Oui. Est-ce que je peux rentrer? Et là, il m'a demandé, il m'a dit, on cherche des enseignants de langue arabe pour les enfants. Ce monsieur était le président de l'amicale des Algériens en Europe.
Et donc, j'ai enseigné l'arabe pendant 7 ans dans les écoles, puisqu'il m'avait demandé un agrément à l'éducation nationale, à l'académie. Pendant 7 ans, j'ai enseigné l'arabe. Ça m'a aidé un peu de retrouver en fait la langue, de retrouver une activité parce que je ne supportais pas de rester à la maison sans rien faire. Mes enfants ont grandi. Le 3e est né, la dernière année où j'ai enseigné en fait, j'ai enseigné l'arabe. J'avais présenté toute une classe de 17 élèves au certificat primaire. Ils avaient tous eu leur certificat d'études primaires. Et là, j'avais mon 3e enfant qui est né. Après l'Algérie, ils ont envoyé leurs enseignants ici, parce qu'à l'époque, les Marocains, le gouvernement marocain avait des enseignants ici, et l'Algérie, non. Donc en fait, c'était en 82, la naissance de mon fils. Oui, voilà. En 82, l'Algérie a envoyé aussi un enseignant ici. Donc, ils ne pouvaient plus faire avec parce qu'on n'était pas des bénévoles, on était des volontaires, vacataires. Voilà. Plus de vacataires. Donc, c'est moi qui avais formé l'enseignant qui m'a remplacé. J'avais une classe à l'école à Itup, une classe à Valentinier. Oui, 2 classes à Valentinier, une classe au centre-ville et une classe sur le quartier Début et une classe à Itup. Et là, j'ai arrêté les cours d'arabe. Voilà, sur le quartier des Buis, comme je disais, en fait, j'avais apprécié les différentes nationalités. Il n'y avait pas que les Marocains, là. Sur le quartier des Buis, il y avait un mélange de communautés, au moins 12 ou 13 communautés, donc espagnol, portugais, turc, voilà. Et moi, j'avais apprécié ce mélange-là. Et en étant parent d'élèves, une anecdote, à l'école élémentaire, où mon grand était rentré au CP et j'étais au conseil de classe et j'ai entendu les enseignants qui se plaignaient des crachats, que les enfants crachaient partout. Et j'avais demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce problème? Et là, je n'ai pas compris. Il me disait, mais c'est parce que c'est le ramadan et les enfants crachaient parce qu'ils ne pouvaient pas avaler leur salive. J'ai dit, ça fait, je crois, 1 heure qu'on est là. Moi, je n'ai pas craché, hein, je fais le ramadan. Et donc, j'avais expliqué que ces enfants, ils ne font pas le ramadan, ils ne doivent pas faire le ramadan et ils sont juste en train de se moquer des enseignants. Voilà. Donc, ce problème-là, ça c'est juste entre parenthèses. Je retourne en fait à la différentes communautés. La dernière année de l'école maternelle de mon fils, le dernier, qui est né en 82, la directrice nous a dit qu'elle manquait en fait un financement et qu'il ne pouvait pas faire en fait un spectacle de fin d'année. Donc nous, les femmes, et on n'était que des femmes en fait dans le conseil de classe, c'est parlant, on n'était que des femmes et on a dit on va réfléchir pour faire un spectacle nous-mêmes pour les enfants hein, de fin d'année. Donc on se réunissait chez nous, chacune à son tour, d'inviter tout le monde, de travailler sur le spectacle de marionnettes. Après, il y a une réflexion, etc. Et donc, on a présenté ce spectacle à la fin de l'année, impeccable. Et il y a, pendant ce travail, 1 année de travail, il y a les liens qui ont été tissés. Et une fois que les enfants sont partis à l'école élémentaire, on se retrouvait toujours. Et un jour, on m'a demandé de remplacer un président d'une association des Marocains à la mairie. C'est lui qui m'a demandé d'aller le remplacer à la mairie, à une réunion d'association à la mairie.
c'est comme aujourd'hui, je me rappelle, j'étais la seule femme. Il y avait des représentants de toutes les communautés. Portugais, il y avait les Portugais, il y avait les Turcs, il y avait les Algériens à part, les Marocains à part, les Tunisiens, toutes les nations, et j'étais la seule femme. Et j'ai dit, mais en fait, il n'y a que les hommes qui sont dans les associations dans ce quartier. Donc je suis sortie de cette réunion avec une idée. J'ai invité toutes les copines là et je leur dis, et pourquoi pas on crée une association. C'était en 92. Pourquoi pas ne pas créer une association de femmes. Aujourd'hui, il n'y a que des associations communautaires séparées, chaque nationalité à part. Est-ce qu'on ne peut pas faire une association avec des femmes et toutes les communautés? Et donc, c'est là où c'était créé l'association Féminin Pluriel. J'étais la présidente, la trésorière était française, la secrétaire et la vice-présidente était turque. Et en fait, on a pris toutes les nationalités et on l'a appelé Féminin Pluriel. Bon, Féminin Pluriel a été créé en 92. Au début, on n'était que des bénévoles, on n'avait pas de salariés. En attendant, moi je ne travaillais pas à l'époque, donc c'est moi qui faisais en fait de l'animation. On faisait des soirées où on réunissait toutes les communautés, des sorties avec les femmes. C'est juste pour avoir en fait cette communauté et de regrouper les femmes et de ne pas laisser chaque communauté à part. Et même les soirées, par exemple, quand on fait une soirée, on met la musique de chaque communauté, on met les repas de chaque communauté. En fait, c'est de l'interculturalité au début. Donc, on n'avait pas encore en cherché des activités. Petit à petit, on a eu des personnes salariées, une après l'autre, que des animatrices. L'association, pour résumer, l'association Féminin Pluriel existe toujours. Aujourd'hui, elle est à Montbéliard. Elle est née à Valentinier, mais aujourd'hui, elle est à Montbéliard, au quartier de la Chiffonne. Et elle a des activités toujours sportives, l'accueil des personnes, l'orientation des personnes par rapport à l'emploi, l'accompagnement, etc. Voilà, c'est pour ne pas se rester sur... voilà. J'ai commencé à travailler presque dans la même année, je crois que c'était 92 ou 93, je ne me rappelle plus exactement, les années passent. C'était dans le cadre du développement social urbain, le dispositif du développement social urbain, où la mairie nous a envoyé en fait des courriers, un courrier nous invitant à une réunion avec le maire, le chef de projet, pour en fait la rénovation du quartier, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Donc j'ai été à cette réunion et on n'était que 2 personnes. Le maire, il se disait, mais pourquoi les gens ne répondaient pas? Donc j'ai pris ce courrier et je lui dis, monsieur le maire, vous croyez que les gens ont compris ce courrier? Il y a des gens qui n'ont jamais été scolarisés, il y a des gens qui ont été peut-être scolarisés dans leur langue, dans le pays, mais qui n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi ne pas envoyer des personnes, envoyer ces courriers-là et envoyer une personne de contacter en fait les communautés et de dire et de leur expliquer c'est quoi cette réunion, et là j'ai dit personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Donc la réunion est finie. Une semaine après, j'ai eu un coup de fil du cabinet du maire en me disant « Est-ce que vous voulez travailler avec nous ?»
bah, j'étais à cette là, elle m'a dit, ben, j'ai dit, mais moi, ce que j'ai proposé, je peux le faire bénévolement, parce que j'avais l'habitude de faire du bénévolat. Elle m'a dit, non, non, on a besoin de personnes. Et j'ai dit, je ne peux pas travailler puisque je commençais juste. Et c'est vrai que même pas 6 mois, 2 mois ou 3 mois, j'ai été inscrite au pôle emploi, qui était à l'époque la NPE. Et j'avais fait en fait des tests à une association, je ne me rappelle plus de là, pour commencer à travailler, pour chercher qu'est-ce que je peux faire en fait. C'était juste, je suis sortie de mon désarroi qui a duré longtemps de dire je retourne au pays, je retourne au pays. Et donc lorsque les enfants étaient là, ce que j'ai oublié, c'est que j'avais toujours envie de rentrer au Maroc. Mon dernier, j'ai dit, l'école, le CP, il le fera au Maroc. J'ai ramené les 3, je suis rentrée 2 mois. Les enfants ont trouvé le temps long. Et ils ont commencé à me dire tous les matins, maman, quand est-ce qu'on rentre chez nous? Le dernier a trouvé une fois une pièce de 1 franc, il a commencé à l'embrasser. Maman, je veux rentrer chez moi. Et donc c'est là où j'ai dit, je vais les faire souffrir, les faire vivre ce que j'ai vécu moi, parce que ce n'est pas facile hein, d'immigrer. Hein, et donc ben là, j'ai pris la décision de rester en France. Et c'est là où je suis rentrée, j'ai été m'inscrire à l'ANPE tout de suite. Et donc, lorsque la mairie m'a appelée, j'ai dit, mais je crois qu'il y avait le délai d'1 an ou de là pour avoir... et le maire m'a dit, on s'en charge. Donc, je fais une dérogation et on vous embauche. Et c'est là où s'étaient nés les agents de communication. Donc, en fait, ils ont embauché une personne de chaque communauté. On était des Turcs, Françaises, Portugaises, une personne, on était une dizaine, je crois, de femmes. C'est des agents de communication. Et c'est là, pendant tout le dispositif du développement social urbain, en tout cas, moi j'ai fait 2 années, c'était d'informer le public, d'aller les voir, de leur expliquer pour pouvoir venir à des réunions, pour pouvoir là, de traduire, etc. Parce que à l'époque, il y a des personnes qui ne maîtrisaient pas le français et qui ne comprenaient pas. Donc il y avait l'organisation de tout ce travail-là. Engager une formation professionnelle. De toute façon, là, dans le cadre, en fait, ma formation, j'ai pris l'option développement social urbain. Donc, quand j'ai commencé la formation, on nous demandait, en fait, un projet. Le projet, il est venu tout seul, parce que mon fils était en 3e. Pareil, j'étais à la réunion d'orientation de 3e, et il n'y avait pas beaucoup de parents. C'était bien avant. Il n'y avait pas beaucoup de parents, et donc j'ai rencontré les parents après. Je leur dis, mais hier, il y avait pas tous les parents, mais hier, je t'ai pas vu, il y avait une réunion, ton fils est avec moi, avec mon fils en classe, vous n'êtes pas là, me disaient tous, mais on ne comprend rien. Disons que les enseignants, ils étaient quand même dans leur vocabulaire, et les parents ne comprennent rien du tout. Et donc, mon projet était, pour ma formation professionnelle, était la médiation entre l'éducation nationale et les parents. Il n'y a plus besoin en fait, de médiation aujourd'hui. Ce n'est pas la même population que dans le temps. C'était des parents, c'était des personnes immigrées qui sont arrivées ici, qui n'étaient pas scolarisées. Aujourd'hui, c'est les gamins, c'est des enfants, les parents sont des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi et qui ont eu des enfants. Donc, ils sont tous dans les conseils de classe, ils sont tous. Ce n'est pas la même population. On ne peut pas faire le même travail qu'il y a des années. Ça, c'est clair. Donc, après ma formation, une année de formation, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai été embauchée par la mairie au centre social de Valentinier. Donc, c'était un accord entre le centre social et la mairie.
Donc j'étais au début, on a gardé la médiation parce qu'on en avait besoin. Après la médiation, à un certain moment, comme je disais, la population commençait à changer et on m'a donné en fait d'autres. J'ai mis en place l'aide de devoirs pour les collégiens et les lycéens. C'était au début tout simplement l'aide aux devoirs, en sachant que dans cette action d'aide de devoirs, j'ai toujours travaillé avec les jeunes sur un projet. Chaque année, il y a un thème où on travaille avec un groupe volontaire qui veulent travailler sur un projet. Et donc, on fixe les objectifs et on fait une visite. On a été souvent à Paris parce que c'était la demande des jeunes aussi d'aller à Paris. Après est arrivé, c'était en 2005, 2006, 2004, où j'avais accompagné en fait un groupe d'enseignants et d'associations d'Alsace pour un voyage en études au Maroc. On m'a demandé, est-ce que vous pouvez, mais j'étais en tant que bénévole, féminin pluriel, et j'étais avec eux. Donc j'ai rencontré on a rencontré plusieurs associations au Maroc, des gens là, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un tissu associatif riche aussi au Maroc. En rentrant ici, au début, j'avais fait un échange avec des enseignants qui sont venus, uniquement des enseignants qui sont venus du Maroc, qui ont rencontré des enseignants ici, un échange, juste comme ça, de difficultés, pour voir si, est-ce qu'il y a les mêmes problèmes là-bas, ici, etc. Après cet échange, j'ai dit pourquoi pas un échange européen. À l'époque, on avait la possibilité de demander des financements. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas un échange européen, puisque, en fait, l'association en Alsace faisait déjà des échanges européens. Et à l'époque, l'échange européen, il se faisait juste pour faire rencontrer les jeunes. 3 pays, 4 pays, dans un autre... que ce soit en France ou partir en fait dans un autre pays, c'est des rencontres, c'est des animations. Pour le séjour, je crois, dure 10 jours. 10, oui, je crois que c'est 10 jours ou 15 jours. Et c'est des animations pour occuper là. Et donc, je suis partie sur cette idée-là, alors en tant que centre social, mais avec le partenariat de Féminin Pluriel, parce qu'il y a finalement, on avait une animatrice qui est toujours là, d'ailleurs, et de dire, pourquoi pas, on monte un projet sur l'égalité filles-garçons. Donc, on a commencé à travailler. La première année, on n'a pas eu le financement. La deuxième année, on a obtenu parce qu'on n'a pas eu le financement au début parce qu'on voulait partir avec les jeunes au Maroc. Sauf qu'il y avait un changement, il y avait un problème par rapport à l'accueil dans les pays, que ce soit le Maroc ou là. Ils avaient refusé de financer le voyage là-bas. Alors, on a changé et on a dit, c'est nous qu'on accueille. Et donc, on a accueilli, on est parti. En sachant que pendant tout ce temps-là d'attendre on avait en fait contacté les associations, en fait les pays, l'Italie, la Tunisie, le Maroc. Et nous ici, on était 4 pays. Et on a travaillé par Internet le billet et on a coordonné les jeunes entre eux et les animateurs aussi, de travailler sur le sujet de l'égalité filles-garçons. Donc, les Tunisiens ont travaillé, c'était une association de femmes. Ils ont travaillé sur la violence conjugale. Les Italiens ont travaillé sur la comparaison de la place de la femme en Italie entre le nord et le sud. Parce
que c'est pas la même chose, c'est pas la même mentalité. Cet échange on l'a eu au mois de juillet, je crois, 2006. J'ai enchaîné avec l'organisation d'un colloque en octobre 2006, toujours sur le thème de l'égalité filles-garçons, où on a invité en fait toutes les structures sur le pays de Montbéliard et ailleurs, avec des intervenants aussi de qualité. Les jeunes, ils étaient là, ils ont présenté leur travail. Enfin, notre groupe, hein, le groupe, le groupe de jeunes français, ils ont présenté leur travail, etc. Et donc, à la fin, on a demandé, moi j'avais dit, voilà, j'ai une idée de créer en fait un collectif. Pourquoi pas créer un collectif? Donc, les personnes qui souhaitent travailler avec nous, ils peuvent s'inscrire. Bon, le collectif n'a pas été créé tout de suite parce qu'on était au début, plusieurs personnes, plusieurs structures ont été, donc il y avait là, si je cite, je vais citer un et puis j'oublie l'autre. On était plusieurs structures, il y avait aussi des personnes de l'éducation nationale avec nous et on était un groupe, juste un groupe de travail, de recherche. Donc on faisait des conférences, on avait un psychologue, des psychologues, des sociologues, etc. Et en fait le collectif a été créé en 2000. Vraiment, le statut du collectif, on l'a eu 2 ans ou 3 ans après. Donc j'oublie les dates, hein. Je ne vais pas dire des dates, n'importe quoi. Donc voilà, le collectif, et après on a eu le statut du collectif avec des signatures des structures. L'éducation nationale aussi a signé avec nous. Et là, le collectif, aujourd'hui, il existe toujours. En fait, la mission, c'est de faire des interventions avec des professionnels de l'école maternelle, élémentaire, collège, lycée, en direction des parents. Et tous les 2 ans, j'organisais une action phare dans chaque commune, parce que chaque année, au début j'ai essayé chaque année, mais c'était lourd, hein. En fait, on sort de là et puis donc le temps de reprendre, voilà. Et le collectif existe toujours, donc la personne qui m'a remplacée, je l'ai formée un mois avant de partir. Donc il existe toujours ce collectif. L'égalité homme-femme, c'est quelque chose depuis que j'étais jeune, on va dire depuis que j'étais petite, ça m'a toujours, vous savez, dans les années, je suis de la génération des années 50, on a grandi dans les familles avant, sauf moi j'avais la chance d'un père qui me considérait comme fille ou garçon. Donc j'ai toujours accompagné mon père il était un peu militant aussi. J'ai toujours accompagné mon père partout. Donc j'ai grandi avec cette idée-là et l'effet de voir des femmes à part, parce que quand ils accueillaient, il y avait en fait les femmes qui mangeaient à part et les hommes. J'ai toujours mangé avec les hommes, moi. C'était une revendication de dire non, pourquoi? Et je voyais que il y a toujours là les hommes, ils sont voilà, ça m'a, ouais, c'est quelque chose au fond de moi, l'égalité. Voilà, je n'ai jamais supporté en fait cette différence de dire ouais, mais surtout j'avais un cousin qui me provoquait toujours, ouais, mais la femme elle peut étudier, mais c'est toujours, elle se retrouve après à la maison à essuyer, à laver les affaires de son mari, etc. C'était une guerre entre nous les deux. Mais voilà, ça a toujours. Mais en arrivant ici, j'ai trouvé aussi qu'il y a une différence. Il y a une chose qui m'a choquée en arrivant ici,
c'est que j'ai perdu mon nom de famille. Alors qu'au moins au Maroc, on garde le nom de famille. Moi, mon nom de jeune fille, c'est Naïmi. J'arrive ici, on me donne une carte d'identité, une carte de séjour, avec le nom Omari. Le nom Naïmi ne figure nulle part. Bon, heureusement, aujourd'hui, ça a changé. On peut choisir le nom qu'à l'époque, en 70, c'était, bon, voilà, on arrive, on perd, j'ai perdu mon identité. Pour moi, j'ai perdu mon identité et je n'ai jamais, voilà. Je suis rentrée avec Naïmi et je me retrouve avec Omari. Le nom que j'ai gardé malgré que j'ai gardé par rapport à mes enfants, etc. Et donc, voilà. Je suis rentrée avec un passeport, mon nom de Naïmi, épouse Omari. Et ici, on m'a donné la carte de séjour Omari. Mon nom de jeune fille ne figure nulle part. Et pour moi, c'était quand même, j'ai dit, tiens, il y a aussi une différence encore. Bon, il y a une évolution depuis les années 70. Hein. Ouais, il y a une évolution. Ouais, depuis les années 70. Par rapport aux années 70. Ouais, les années 70, c'était non, mais c'était horrible. Je me rappelle, c'est que sur le quartier des Buis, il y avait un arrêt du bus. Et quand je suis arrivée, je n'avais pas le permis. Et je passe, et j'ai dit, on passe en voiture, et je disais à mon mari, il y a des bus ici? Il me dit, si, j'ai dit, il y a un arrêt de bus ici. Et il me dit, oui, il y a un bus, mais il passe qu'une fois dans la journée. Et une fois dans la journée, j'ai dit, ouais. Donc j'ai dit, tu te lèves, et là, ça m'a rappelé quand on voyageait au Maroc, dans les campagnes, et on trouve des personnes sur un caillou qui attendent ici un bus qui passe aujourd'hui ou demain. J'ai dit, mais il passe qu'une fois dans la journée. Il me dit qu'il passe qu'une fois dans la journée. Donc je dis, mais il n'y a pas de bus. Mais il n'y avait pas la CTPM, il n'y avait aucun moyen de transport pour les personnes qui n'ont pas de permis ou qui n'ont pas de voiture. Je suis arrivée un samedi soir. J'avais trouvé des amis à la maison et le dimanche, on a fait une promenade. Alors qu'au Maroc, le dimanche, c'est plein de monde. Les plages sont blindées, la ville blindée. C'est là où tout est ouvert parce que les gens consomment le jour où ils ne travaillent pas, etc. On sort, il n'y avait personne dans les rues. Et ils m'ont ramené à la ferme de Valentinier. Il y avait des vaches, des chevaux. En regardant mon mari, j'ai dit, c'est ça la France? Moi, je suis arrivée avec une idée. Oui, on a tous une idée de voir D'ailleurs, je n'étais pas la seule. Hein. En 2006, pendant le voyage... pendant l'échange européen, les jeunes qui sont arrivés du Maroc et de l'Italie m'ont demandé d'aller voir la France. Mais j'ai dit, vous êtes en France, allez madame, les Marocains, ils ont dit à leur animateur, mais on est à Casablanca, parce qu'ils étaient logés à Bettencourt. Et bien finalement, on a cherché un budget pour les ramener au Parlement européen à Strasbourg. Et là, ils m'ont remercié, ils m'ont dit, ben voilà, on a vu la France. Parce qu'ici, elle me dit, mais on ne trouve pas de différence. Parce que sur les quartiers, les pauvres, ils sortaient de Bettencourt, ils venaient sur le quartier des Buis. Ça...